Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la deuxième étape de ce Tour de France femmes. Je rappelle que j'enregistre, il est 14h22, nous sommes le samedi 23 juillet, j'enregistre avec de l'avance pour une raison extrêmement simple. Il y a le Tour de France hommes, avec notamment l'arrivée sur les Champs-Élysées qui sera un petit peu tardive, donc sinon ça aurait été compliqué pour tout enregistrer et pour tout mettre en ligne en temps et en heure, donc c'est pour ça que j'enregistre avec de l'avance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos 3 favorites et puis votre grosse cote. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme avec le Tour de France féminin. Et fin, il y aura également le grand débrief de ce Tour de France qui, je pense, pour le moment se fera en 3 vidéos, c'est-à-dire mon avis global sur la course, les grimpeurs, les sprinteurs. Peut-être qu'on fera mon avis global sur la course et les Français. On fera peut-être un truc un petit peu global, mais voilà, certainement en 3 vidéos pour le débrief de ce Tour de France. Première étape en ligne de ce Tour de France, parce que la veille, ça aura été un circuit autour, même si ce n'était pas un contre-la-montre, c'était un circuit. Là, on aura une arrivée encore en circuit du côté de Provins. On aura 4 étapes, parce que la première étape, l'étape 2, je crois que le lendemain également, on a également un circuit autour d'Épernay. Donc voilà, pas mal d'étapes qui arrivent en circuit. Traversée de la Seine-et-Marne pour cette deuxième étape, pas de grosses difficultés, 894 mètres de dénivelé positif, on ne peut pas dire que ça soit très compliqué. C'est intéressant pour la Seine-et-Marne parce que c'est un département qui n'a pas vu la course depuis quelques années, ça doit faire au moins 15 ans que la Seine-et-Marne n'a pas vu le Tour de France, donc ça va faire du bien pour les habitants de cette commune. Il faudra faire attention parce que ça sera un parcours en ville. Donc les traversées de ville, parfois c'est un peu difficile, c'est un peu technique. On est encore en région parisienne, donc il y aura parfois des traversées de grosses villes. Et puis donc étape qui se finit avec un circuit dans Provins. Alors ça arrive, c'est bien de le faire. J'avais dit sur le Giro 1 ou 2 fois, ça aurait été bien de le faire une fois sur ce Tour de France. 3 ou 4 fois sur ce Tour de France, c'est pas exceptionnel non plus. Il y a un moment, c'est bien de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un peu trop à mon goût. On a l'impression que c'est le Tour de la Sarthe cette année. Pour ceux qui n'ont pas vu le Tour de la Sarthe, c'était 4 arrivées en circuit. C'était pas le fun. Bon, du côté du profil de cette étape, de cette deuxième étape, on part de Meaux pour aller à Provins. 136 km, ce qui est plutôt une grande distance pour les filles, parce que je rappelle que Paris-Roubaix ne faisait que 125. Donc on compare. Voilà, c'est 136, ça commence à faire une petite distance. On part de Meaux, première côte du jour au kilomètre 16.5, la côte de Tigeot, 1,5 km à 5,4% de moyenne, côte de 4e catégorie. Alors méfiez-vous des profils sur les premières étapes sur ce Tour de France féminin. Alors je ne sais pas pourquoi la Flamme Rouge a décidé de faire ça, qui fait les profils que j'utilise. Mais sur les côtes de 4e catégorie féminine, ils ont décidé à chaque fois de mettre que des tranches de 200 mètres. Donc on a l'impression qu'il y a d'énormes pourcentages, alors que non, c'est 200 mètres. Donc oui, sur 200 mètres, sur les autres côtes aussi de 4e catégorie chez les garçons, des fois on a 10%. Mais c'est sur 200 mètres, donc il faut relativiser également. Donc vous voyez, voilà, il y a un passage à 8,9% pendant 200 mètres. Sinon, c'est pas trop difficile. La côte de Tigeot. On passera à Coubert, Mincy, Bonbon, Nangis également, d'autres communes, elles ne sont pas toutes citées là sur le profil pour arriver pour un premier passage sur la ligne d'arrivée au kilomètre 116.5. Donc 600 mètres à 4,5%, ça sera le sprint intermédiaire au kilomètre 116.5, c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée. Et puis ensuite l'arrivée à Provins avec un petit parcours qui sera avec des petites bosses, mais vraiment rien de bien méchant autour de Provins. On va revenir sur le final, juste 10 secondes. Dans le circuit final, on a un virage à 90 degrés sur la droite. J'ai l'impression qu'il est à 350-400 mètres de l'arrivée, si je ne me suis pas trompé. Donc il faudra faire vraiment attention à ce virage à 90 degrés qui est sur la droite. Oui, à 350-400 mètres de l'arrivée. Donc pour lancer le sprint, ça peut être technique.
On va revenir sur l'histoire de France, du Tour de France, bien entendu, on va parler du Tour de France masculin. Et aujourd'hui, on va parler de l'édition du centenaire, l'édition de 2003, et on va revenir sur la première étape qui est arrivée à Meaux. Il faut se souvenir de l'édition du centenaire, prologue qui part sous la Tour Eiffel, dans Paris. C'est un tour qui fait Paris-Paris, le Tour 2003, c'est même la dernière fois qu'on a vu cette idée-là. Et donc, on a une première étape qui arrive à Meaux, en Seine-et-Marne, et qui part du réveil matin à Montgeron. C'est le lieu de départ du premier Tour de France en 1903, avec cette trentaine de coureurs qui étaient partis depuis Montgeron. Étape toute plate qui traverse l'Essonne et la Seine-et-Marne, mais il faut faire attention avec les chutes massives, surtout que nous sommes en ville, et puis surtout que le ciel est gris et la route est humide au départ, et puis il faut faire attention, on passe notamment dans la forêt de Fontainebleau, donc la route peut rester humide très longtemps. À Corbeil-Essonnes, pour le premier sprint intermédiaire, le peloton est toujours groupé, et c'est McEwen qui prend les points devant le maillot jaune Bradley McGee, qui a remporté le prologue la veille, et puis Jean-Patrick Nazon, de Jean Delatour, Jean-Patrick Nazon, qui remportera la dernière étape du Tour de France. On en avait parlé, je crois, l'année dernière, de l'étape du Tour de France 2003, du côté des Champs-Élysées. Nous en verrons ensuite la première échappée de ce Tour de France. On retrouve Christophe Mangin de la FDJ, avec Andy Flickinger d'AG2R, vainqueur du Grand Prix de Plouay, à cette époque-là, parce qu'il avait remporté le Grand Prix de Plouay, je crois, en 2002. Et puis Walter Beneteau de Brioche-la-Boulangère, coureur survendu, je crois que c'est le premier coureur survendu par Jean-René Bernaudot, je crois que c'est Walter Beneteau. Le peloton, on les laisse partir, ils ont même une belle avance à 100 km de l'arrivée avec 9 minutes. C'était un peu une habitude de l'époque. Dans les années 2000, même dans les années 90, on n'hésitait pas à faire partir, à laisser beaucoup de temps aux échappées. On avait souvent des débuts de journée qui étaient très très calmes et ensuite ça t'animait. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui sur le Tour de France, surtout sur le Tour de France 2022. On a eu des échappées qui ont mis du temps à sortir et où on laissait pas beaucoup d'avance à ces échappées-là. C'est derrière, après le ravitaillement, on commence à accélérer le rythme avec les équipes de sprinters, c'est-à-dire la Fassa Bortolo, la FDJ, l'Autodomo, l'équipe de Marc Sergent, et on va accélérer fortement, on va dépasser les 44 de moyenne, et à 32 km de l'arrivée, les trois hommes de tête n'ont plus qu'1 minute 30 d'avance. Beneteau décide de sortir pour relancer l'échappée, et il sera contré par Andy Flickinger, qui sera le dernier à être repris à 11 km de l'arrivée, le coureur d'AG2R. Dans le final, la Fassa Bortolo, la Lottodomo sont rejoints par Vini Cardola, l'équipe de Garzelli, qui vont rouler à l'avant. Le sprint est très nerveux et nous avons une grosse chute à 450 mètres de l'arrivée. Même Lance Armstrong est impliqué dans cette chute. Elle est provoquée par José Enrique Gutiérrez de la Kelmé, et les plus sérieusement touchés sont les Villay-Peimer, qui sera obligé d'abandonner, le coureur de Rabobank, ancien coéquipier de Lance Armstrong, et puis Tyler Hamilton, également ancien coéquipier de Lance Armstrong, qui a rejoint la CSC, qui va avoir un trait de fracture à la clavicule, mais qui va réussir quand même la magnifique performance de finir 4e du général. Il va même remporter l'étape numéro 16. Il remportera même les Jeux Olympiques au niveau du contre-la-montre. À l'époque, le dopage, on savait faire des merveilles. Voilà, avec un trait de clavicule, il avait gagné une étape et l'étape est 4e du général. Ça, je pense que ça, on ne le reverra plus dans le monde du cyclisme. Et oui, la magie des produits. Quand on me dit qu'il y a des coureurs qui sont très chargés aujourd'hui, faut se rappeler de l'époque quand même. On avait quand même des sacrés spécimens et ça n'inquiétait personne en plus à l'époque. C'était ça qui était assez drôle. Alors que maintenant, même Van Aert, vous voyez le nombre de Van Aert, Vingegaard, Pogacar, le nombre de gens qui crient au dopage à chaque fois avec ces coureurs-là. À l'époque, c'était beaucoup plus calme. C'est le tour le plus dur pour Armstrong, le Tour de France 2003. Déjà parce qu'il y a une grosse bagarre avec Ulrich et Maillot, notamment qui jouera lors du dernier contre-la-montre, la seule étape je crois sous la pluie de ce Tour de France 2003, et avec ce rond-point raté par Jan Ullrich, tout simplement parce qu'il n'avait pas repéré suffisamment bien le parcours. Il va glisser sur ce rond-point. On se souvient qu'Ullrich à l'époque est du côté de la Bianchi avec ce maillot bleu clair
bleu turquoise absolument magnifique. Et puis Maillot, qui sera aussi un adversaire coriace à l'époque, le basque de Aoushkatel, Aoushkadi. Il va tomber plusieurs fois sur ce Tour de France, notamment sur une étape pyrénéenne où il va tomber 2 ou à 3 reprises, je ne sais plus. Et puis il évite la chute à Gap, quand Joseba Belloki tombe sur le goudron fondu et il est obligé de traverser le champ. C'est un tour très compliqué. Vraiment, on va dire des 7 victoires de Armstrong, c'est le plus dur, le 2003, à l'époque. Depuis qu'il les a tous perdus. Je rappelle, Armstrong, il les a perdus en 2012 quand il a été convaincu de dopage. On retrouve pour le sprint une vingtaine de coureurs à l'avant et c'est Alessandro Petacchi qui s'impose pour la première fois sur le tour devant McEwen et Eric Zabel. Eric Zabel qui commence déjà à être sur la pente descendante à partir de 2003. Lui qui a été dominateur à l'époque de la T-Mobile, également dopé. Lui, il a été convaincu de dopage. Il va enchaîner même les maillots verts. Lui, on lui a pas retiré les maillots verts pour la même raison que Björn Riis et que Jan Ullrich. C'est à cause de la prescription. Ils ont mis trop de temps avant d'avouer qu'ils étaient dopés. Ils ont mis plus de 10 ans. Alors que Armstrong, c'était moins de 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une différence entre les deux. Et ben voilà, on passe tout de suite aux personnalités, aux célébrités. Du côté du cyclisme, Magali Le Floch, je crois qu'on disait Le Floch, qui a remporté le trophée des grimpeurs en 2003, 6e des JO sur la course en ligne, 6e du Tour des Flandres en 2005, 6e également des championnats du monde 2002. Donc c'était la fille qui devait être à la place un petit peu de Jeannie Longo, mais comme Jeannie Longo voulait pas prendre sa retraite, c'était un petit peu compliqué la collaboration et la cohabitation entre les deux. Marina Jonâtre également, 7e des championnats du monde 2007. Et puis Job Zoetemelk, le néerlandais, vainqueur du Tour 80 et qui a tenu un hôtel à Meaux. Et puis à Provins, c'est la ville de David Moncoutier, 2 victoires d'étape sur le Tour. 4 fois meilleur grimpeur de la Vuelta, il a également remporté 4 victoires d'étape sur la Vuelta. Du côté des autres célébrités, bien entendu à Meaux, Jean-François Copé, le spécialiste des chocolatines, des pains au chocolat, Jean-François Copé. Monsieur 2,5, je crois qu'il a fait 2 ou 3% à une primaire de la droite, Jean-François Copé. Lafayette, qui a été un homme important de la France. Bon, après, des célébrités un petit peu plus compliquées, comme Véronique Jeunesse, Lucas Digne, et puis à Provins, également Alain Pierrefitte, le ministre. Véronique Jeunesse, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était Julie Lescaut, et également la pub Madrange. Et je crois qu'elle a été chroniqueuse chez Hanouna aussi, pendant quelques temps, Véronique Jeunesse. Et puis à Bonbon, parce que je pense que ça se prononce comme ça, la commune, on a tourné des scènes de la soupe aux choux, également. Voilà, petit moment Franck Ferrand, parce que je ne pense pas que Franck Ferrand soit consultant sur ce Tour de France. Du côté de la météo, le ciel sera nuageux avec un risque de pluie autour de 35%, donc qui reste quand même assez faible. Température entre 27 et 29 degrés. Et faire attention, on aura du vent d'ouest sur le parcours, 25-40 km/h, il sera de côté sur la première partie de course, puis de dos pour arriver sur le circuit de Provins. Et ensuite sur le circuit, il sera beaucoup de côté, donc il faudra faire attention aux coups de bordure potentiels. Du côté de la stratégie, sprint massif, échappée, 4-5 concurrentes, mais qui se font reprendre. Mais attention aux coups de bordure. Et s'il y a un coup de bordure possible, est-ce qu'il ne serait pas intelligent pour certaines concurrentes d'anticiper et donc de tenter de partir dans l'échappée? Peut-être. Du côté de mes pronostics, Lotte Kopecky, comme la veille. Van Dijk, dans le vent, elle sait s'en sortir. Northgard, du côté de la Movistar, on pourrait peut-être lui laisser sa chance. Et puis en grosse cote, j'ai mis Gladys Verhulst, la française. Du côté des horaires, départ 13h05. Volvicomte, avec son château. Ça, c'est aussi l'instant Franck Ferrand, 14h32, 14h41, puis l'arrivée entre 16h15 et 16h35. Il faut savoir que pendant la semaine, les arrivées auront lieu entre 16h15 et 16h35, et ce week-end, seulement lors du week-end de course, du dernier week-end de course, samedi-dimanche, on aura des arrivées après 17h. Débrief de la vidéo de cette étape, 16h. Présentation de l'étape numéro 3 demain, 7h30. On reprend les bonnes habitudes. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.